m'entend? Non? Est-ce que ça fonctionne? Voici donc la deuxième partie de ce colloque. Dans une demi-heure, vous découvrirez les nominés de ce premier concours Itaïnov. Alors tout à l'heure, on a parlé d'innovation avec Xavier Pavie. Nous allons maintenant nous arrêter sur le numérique avec Gilles Babinet. Gilles Babinet, que voici, est un entrepreneur du numérique. Il est actuellement aussi digital champion, c'est-à-dire qu'il est responsable des enjeux de l'économie numérique pour la France auprès de la Commission européenne, c'est bien ça. Il y a 25 digital champions en Europe. Certains sont des anciens ministres, d'autres de hauts fonctionnaires, d'autres des entrepreneurs comme vous, et tous sont passionnés par le digital. Alors Xavier Pavie, vous allez nous dire ce qu'il faut savoir du digital aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire un lapsus et je ne m'en suis pas rendu compte, je suis désolée. Ouais. Gilles Babinet, vous allez nous parler du digital et vous allez nous dire ce qu'il faut savoir du digital aujourd'hui avec un focus sur le big data, c'est bien ça? Bonjour, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Vous savez, on dit ça quand on commence une conférence, mais là, c'est vraiment avec particulièrement beaucoup de plaisir que j'interviens. Je me suis passionné pour l'agriculture et le digital. En fait, je crois principalement au travers d'une rencontre qui est celle d'Hervé. On s'est rencontrés dans un café un matin. Il me disait, viens faire une conférence à Angers ou à Nantes, je ne sais plus. Puis on est devenus des copains et puis on a beaucoup échangé. Et j'ai trouvé que ce monde était à la fois fort sympathique et en même temps passionnant parce que c'est un monde qui rentre dans une mutation incroyable avec des implications, des externalités extrêmement nombreuses. Et donc, je suis heureux d'être ici. Alors, ce que je fais généralement quand je commence une conférence, c'est d'expliquer ce que c'est que la révolution digitale parce que finalement, tout le monde a envie de dire que son secteur d'activité vit une révolution, et moi aussi d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a des fondamentaux qui nous permettent de penser qu'effectivement, il y a actuellement une troisième révolution industrielle qui a une ampleur particulière et on a un peu de mal à percevoir ça parce que le digital est par définition invisible. On ne le voit pas beaucoup, à la différence des deux précédentes révolutions industrielles. Et cette notion qui résume cette révolution industrielle qui sont les gains d'opportunités est particulièrement difficile à saisir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est finalement, c'est une révolution qui n'est pas une révolution des machines. Certes, il y a des serveurs et des choses comme ça, mais c'est avant tout une révolution de l'information. Les deux précédentes révolutions industrielles, c'est des révolutions des machines. La première révolution industrielle, 1800, c'est la machine à vapeur. C'est la première fois où on dépasse le cheval de trait, la force animale, la roue à aube, la force naturelle, et on est capable d'avoir des gains de productivité très importants grâce à cet outil. La deuxième révolution industrielle, c'est avant tout aussi une révolution de la machine. Certes, on a inventé la chimie, les télécommunications, mais l'emblème de cette révolution, c'est le moteur à explosion et également le moteur électrique. C'est des révolutions de la puissance. Et cette révolution, c'est une révolution de l'information, des transferts d'informations. C'est important de le comprendre parce que finalement, la capacité à avoir de l'information qui est mobile et qui ne coûte pas cher à déplacer, c'est fondamental dans l'émergence des sociétés sophistiquées. Pourquoi? Parce que si vous y réfléchissez bien, il y a eu des sociétés technologiques avant notre ère. Et il y en a une en particulier, on écoute monsieur, qui est à l'ère romaine. L'ère romaine, c'est il y a 2000 ans, et c'était une société technologique. C'est-à-dire ils ont inventé le ciment, l'arche, la grue à bras, l'aqueduc, etc., etc. C'était des technologies pointues pour l'époque et qui ont été inventées par les Romains. Et puis, quand l'Empire romain s'est effondré, eh bien, toutes ces techniques ont disparu. Elles ont totalement disparu. Certaines d'entre elles n'ont été retrouvées qu'au XIXe siècle. Et pourquoi ça? Parce que les Romains n'avaient pas de système de diffusion de l'information efficace. Et nous, finalement, notre ère, elle provient d'un seul homme, je pense, on peut dire ça, et cet homme, c'est Gutenberg. C'est lui qui a descendu le coût de la diffusion de l'information de façon très significative en inventant l'imprimerie, qui s'est amélioré au cours des décennies puis des siècles. Et l'accélération notable de cette diffusion de l'information, c'est les télécommunications, puis l'ère numérique. Alors, quand j'essaye d'expliquer ça de façon simple, j'ai un exemple, et que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent qui a connu une croissance de l'ordre de 1% par an
pendant 40 ans, entre 1960 et 2000. Et comme la croissance démographique était très nettement supérieure, eh bien, un Africain de 2000 est 2 fois plus pauvre d'un Africain de 1960. Donc, on a appelé le continent africain le continent maudit. On pensait que ça ne se développerait absolument jamais. Et puis, depuis 2000, il y a un phénomène étonnant, c'est une accélération de la croissance qui, pour 2014, a été de 6%. On la prévoit de 7% pour 2015. Et la Banque mondiale nous dit qu'elle devrait se situer entre 6 et 10% pour les 15 années qui viennent. Donc une croissance extrêmement forte, faisant de l'Afrique la principale zone de croissance de la planète. Et alors, quand on essaye de comprendre finalement l'origine de cette croissance, les économistes néoclassiques ont commencé par dire l'origine de cette croissance, c'est très simple, c'est les matières premières. Il y a beaucoup de matières premières en Afrique, elles sont exportées, et ceci explique cela. Mais en fait, les gens qui ont commencé à faire des calculs sur la valeur de ces matières premières ont remarqué que ça ne pouvait pas justifier 6% de croissance. Et puis en 2004, il y a eu des travaux remarqués de la LSE, la London School of Economics, qui nous a appris une chose, c'est que la croissance africaine, c'est totalement corrélé et c'est dû au réseau de télécommunications. Réseau de télécommunications. Vous mettez un réseau de télécommunications mobile dans un pays africain, sa croissance tout de suite accélère. Et comme ils n'ont pas tous mis au même moment des réseaux de télécommunications, on a pu voir l'éclosion de la croissance être largement corrélée avec l'émergence des réseaux de télécommunications. Et pourquoi ça ? Pour cette notion de gain d'opportunité que je viens d'évoquer, c'est le fait que vous êtes capable de synchroniser dans tous les domaines l'offre et la demande de façon efficace. Et l'explication, eh bien, c'est, je ne sais pas, vous prenez par exemple un agriculteur, un exemple au hasard, eh bien, un agriculteur, quand il fait sa récolte, il récolte du grain, et s'il n'a pas de réseau de télécommunication, il va essayer de le vendre et il va aller au marché le plus proche. Sauf que c'est peut-être là où tout le monde est venu pour essayer de vendre son grain, et il va y avoir une distorsion entre l'offre et la demande. Et ça va faire que, évidemment, les prix vont s'effondrer, et puis il ne va pas y avoir de grain là où il en faut réellement. Et donc, si vous avez un téléphone mobile, eh ben, on peut très bien concevoir que vous allez équilibrer de façon beaucoup plus simple l'offre et la demande. Mais pas que ça, vous allez pouvoir également réussir à être capable de bénéficier de conseils agricoles, ce qu'on voit beaucoup, et d'une façon plus générale, vous allez pouvoir remplacer le stock par de l'information. En Afrique, il y a peu d'infrastructures, et donc si vous avez un reliquat après avoir vendu votre grain sur le marché, il y a des risques importants qui soient perdus. Si c'est des choses périssables, moi j'ai vu ça une fois au Sénégal, des montagnes de mangue, et les gens qui disaient, voilà, dans 2 jours, 3 jours, ce sera totalement perdu parce que ça va pourrir. Si vous avez un téléphone mobile, vous pouvez appeler un camion qui va venir emporter ça dans une usine, on va en faire des boîtes de conserve. Et pour des biens très périssables, comme par exemple la pêche du soir qui arrive au Sénégal, c'est évidemment particulièrement important. C'est aussi vrai dans le monde non marchand. Si vous êtes une femme avec un enfant malade au Libéria, avec 200 médecins, si vous n'avez pas accès à de l'information, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez un téléphone mobile, vous pouvez appeler quelqu'un qui va vous donner des conseils qui feront toute la différence sans forcément avoir accès à un médecin. Ça, c'est proto-numérique, c'est avant le numérique. C'est un impact évidemment très important, comme je viens de le dire, mais cet impact, il est en train d'exploser au travers d'initiatives de tout type. Je vous ai parlé de l'agriculture. Il y a une expérimentation qui est devenue à large échelle en Ouganda, qui s'appelle Quasi 560. C'est une application qu'on donne aux agriculteurs pour leur permettre d'accéder à des conseils agricoles. Eh bien, cette application, elle a été lancée, je ne me souviens plus très bien, je crois que c'est en 2008 ou 2009. Alors, il y a eu aussi des conditions climatiques qui ont été favorables, mais l'output agricole, la productivité agricole de l'Ouganda, elle a cru de 30%, et on dit que c'est en large partie grâce à cette application. Un autre exemple que j'aime beaucoup évoquer, c'est celui de la banque. Un pays comme le Kenya, avant 2007, il y avait, je crois, moins de 200 000 personnes qui accédaient aux services bancaires. Et puis, il y a un opérateur de télécom, Safaricom, qui a décidé de lancer un service de mobile banking qui repose sur des petites applications Java. Ce faisant, il a fait exploser la bancarisation. Je crois que c'est un des plus grands succès commerciaux que j'ai jamais entendu parler. C'est-à-dire qu'en l'espace de 7 ou 8 ans, vous avez sur un pays où il y a 40 millions d'habitants, vous avez 26 millions
de citoyens qui, aujourd'hui, utilisent M-Pesa. D'ailleurs, dans un certain nombre de cas, on refuse l'argent monétaire, enfin l'argent en papier ou en fer, pour n'accepter que du M-Pesa parce que vous avez un historique de la transaction. Donc ça, c'est un exemple. Et alors, l'output, enfin les externalités de M-Pesa sont très conséquentes puisque on voit très bien qu'on passe de l'économie informelle, de l'argent sous le matelas, à l'argent sur le compte en banque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale a plus d'argent visible pour aller emprunter et pour mettre ça en garantie sur les marchés internationaux. On fait travailler plus cet argent parce que les gens qui sont propriétaires de comptes M-Pesa peuvent l'envoyer à l'autre bout du pays ou dans un des, je ne sais plus, il y a 26 ou 27 pays dans la zone M-Pesa. Et à partir de $100, vous pouvez faire rémunérer cet argent. Donc voilà, ça c'est plein d'externalités. Et dans tous les domaines, on peut donner des exemples à l'égard de l'Afrique, mais d'une façon générale du monde entier, de gains d'opportunités qui sont possibles par le numérique. Donc ça, c'est l'explication de pourquoi il y a une révolution. Et ce phénomène, il est en accélération. Alors ça m'énerve, il faut absolument que je change ce slide. Il faut lire 100... Ça a disparu. Il faut lire 100 milliards à la place de 100 millions ici. Mais ce phénomène, il est en accélération. Pourquoi? Parce que, d'une part, on a mis 40 ans à avoir 2,5 milliards d'individus connectés à Internet. Donc vous en faites tous partie. Vous êtes tous multi-connectés à Internet, vous avez plusieurs devices, des emails, des comptes Facebook, etc. etc. Mais vous n'êtes pas la majorité de l'humanité à cet égard. C'est-à-dire, il y a encore 4,5 milliards d'individus qui ne sont pas connectés au monde IP. On a mis 40 ans à faire ça, donc 75 à peu près, 2015. Et ça, pour moi, c'est très frappant. Dites-vous bien qu'en 3 ans, on va doubler ce chiffre-là. Les 3 années qui viennent, on va multiplier par 2 le nombre de gens qui sont connectés à Internet. Pourquoi? Parce que les smartphones sont en train de toucher le monde émergent. On passe de ce qu'on appelle le feature phone au smartphone, c'est-à-dire du téléphone qui sert à téléphoner et envoyer des SMS, au téléphone qui est un smartphone. Et évidemment, le monde IP est en train de s'accroître d'autant. Puis un deuxième phénomène qui est concomitant à ça, c'est l'explosion des objets connectés. Le fait que vous avez en moyenne, en France, je crois, aujourd'hui à peu près 1,5 objets connectés par individu. Et on va passer à 100 milliards d'objets connectés d'ici 2025. Pourquoi 100 milliards? Parce que d'abord, la plupart de ces objets connectés vont être au sein des agents économiques, donc le monde marchand, le monde industriel, le monde agricole. Et puis, il y aura seulement 10 à 20% de ces objets connectés qui seront des objets domestiques. Donc on va s'en servir absolument partout, dans tous les domaines. Et ça va accroître la possibilité de gains d'opportunités. Alors, c'est quoi l'origine des gains d'opportunités? Alors, il y a 2 choses. Et si vous devez, vous pouvez vous souvenir de ce que vous voulez, mais si vous deviez vous souvenir de 2 slides seulement, ça serait de celui-ci et de celui qui suit. Donc celui-là, il est bien là. Donc, la première chose, c'est la multitude, le crowd. C'est-à-dire vous, moi, nous tous, qui sommes connectés à Internet. Parce que c'est vous qui faites Internet, c'est personne d'autre. Internet, c'est pas les médias, c'est pas Le Monde, c'est pas TF1, c'est pas eux qui créent le contenu, c'est nous qui faisons tout ça. C'est vous qui avez fait Wikipédia. Wikipédia, c'est la plus grande somme de connaissances de l'histoire de l'humanité. Si on imprime Wikipédia, ça fait 120 mètres de haut. Une encyclopédie, ça fait 1,20 m de haut. Donc ça fait 100 fois plus de connaissances. Et il y a moins de fautes dans Wikipédia, contrairement à une idée reçue, que dans Britannica, qui est la meilleure encyclopédie selon le monde universitaire. Donc ça, c'est vous qui l'avez fait. C'est aussi vous qui avez fait la confiance dans le monde de l'e-commerce. C'est-à-dire quand vous allez dans un hôtel et que vous faites un commentaire, ou simplement même quand vous votez, les gens qui viennent derrière vous se disent « cet hôtel a l'air respectable parce qu'il y a 50 personnes qui ont dit que c'était sympa, et puis la note moyenne, c'est de 8 sur 10 sur Booking ». Et donc, c'est vous qui créez ce réseau de confiance. Et ça a une très très grande valeur parce que ça crée des gains d'opportunités économiques supplémentaires. Et puis, c'est aussi vous qui faites le contenu des réseaux sociaux. Donc, Mark Zuckerberg, vous pouvez tous vous louer de l'avoir enrichi à raison de, si on compte, on divise le nombre de personnes qui sont sur Wikipédia, la valeur en bourse, vous pouvez dire que chacun d'entre vous, vous lui avez donné à peu près $200. Donc, merci à vous tous pour l'avoir enrichi collectivement. Et puis la deuxième notion, qui est une notion essentielle et je pense mal perçue, c'est la notion de données. La donnée, c'est un continent invisible et qui a un potentiel absolument incroyable, en croissance tous les jours. Et ça a commencé, je pense, récemment, c'est-à-dire en 2005. En 2005, les gens de Flickr, vous savez, ce site qui permet d'héberger les photos, sont allés voir des universitaires de Stanford et leur ont dit, voilà, c'est pas compliqué quand les gens ils tapent plus de 5 requêtes
soleil, ballon, plage, ciel bleu, pour chercher des photos, eh bien, on ne sait pas répondre et ça arrête nos serveurs. S'il y a beaucoup de gens qui font ça, ça ralentit considérablement nos technologies. Donc, il faut trouver d'autres systèmes pour répondre à ça. Et il y a un de ces chercheurs qui s'appelle Doug Cutting qui a inventé ce qu'on appelle la Big Data. Et la Big Data, c'est une révolution absolument incroyable. Alors, très très vite, comment ça fonctionne ? Eh bien, dans un monde, et c'est une allégorie pour les gens qui sont scientifiques comme Jérémy, merci de ne pas me jeter de tomates, mais dans un monde traditionnel, si vous voulez analyser un univers, par exemple une photo, vous allez la démonter et vous allez dire ce que je veux analyser, c'est par exemple les couleurs. Vous allez prendre les pixels bleus, vous allez les mettre dans un silo bleu, les pixels marrons, vous allez les mettre dans un silo marron, et vous allez faire des corrélations entre ces deux silos. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde traditionnel. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais vous avez conformé votre système d'information pour faire une seule chose. Dans la Big Data, et c'est ça qui est magique, c'est que vous pouvez décider un peu à la volée ce que vous voulez analyser. Donc vous pouvez dire ce qui m'intéresse, c'est les formes, les couleurs, avec des interpréteurs, les émotions, les craquelures sur le tableau, ce que vous voulez. Donc vous pouvez le faire à la volée. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la vélocité, la capacité de décider au dernier moment. Il y a deux autres dimensions qui sont essentielles. C'est la variété. C'est que vous êtes capable de faire de la corrélation sur des dizaines, voire des centaines de jeux de données. Et ça a une très très grande valeur parce que vous êtes capable de trouver des patterns, des formes dans les données qui vous signifient quelque chose. Et puis le volume, c'est-à-dire qu'auparavant, alors ça c'est aussi vrai pour les données structurées, hein, on arrive à faire du volume sur les données structurées. Auparavant, on savait regarder des 100 mégas, des choses comme ça. Maintenant, on sait facilement aller dans 1 péta. 1 péta, c'est 1000 téraoctets de données. Donc c'est des très 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 grosses quantités de données. Et on fait des traitements multivariés sur des grosses quantités de données de façon extrêmement efficace. Et ça, c'est totalement nouveau parce que ça révèle l'empreinte de l'humanité, le potentiel de voir des choses extrêmement variées. Alors on peut faire trois choses. On peut révéler, c'est ce que je viens de vous dire. On peut prédire, c'est-à-dire on peut dire à chaque fois que ça se produit, on sait qu'il se passe ceci. Et évidemment, c'est très intéressant. C'est ce qu'essaye de faire Jérémy, et ce qu'il réussit à faire, je crois, dans certains domaines. Et puis, on peut réagir. On peut mettre en place ce qu'on appelle des learning machines, des robots qui prennent des décisions de façon automatique en fonction de patterns, d'événements. Et ça, c'est un continent d'opportunités qui est absolument incroyable. Alors, très vite, un exemple au travers de la santé qui vous permettre de comprendre comment ça marche. Donc la santé, c'est quoi ? C'est quelque chose qui coûte 240 milliards à l'échelle de la France, juste pour ce qui est vu par la sécurité sociale. Si vous rajoutez ce qui est vu par l'univers mutualiste, vous êtes à 400 milliards. 400 milliards, c'est 1/5 du PIB, c'est-à-dire que quand vous travaillez 5 jours, il y en a un qui est consacré à la santé. Et puis, c'est un système qui est post-traumatique et chimique. On attend que vous soyez malade, et quand vous êtes malade, on vous donne de la chimie. Alors évidemment, ça fonctionne plus ou moins bien. On a inventé des antibiotiques, ça a augmenté de 7 ans la durée de vie, etc. C'est fantastique, mais ça a beaucoup d'externalités négatives, et notamment, on a beaucoup de mal à faire en sorte que la durée de vie en bonne santé continue à augmenter. Ce qui augmente 2 fois plus vite, c'est la durée de vie en mauvaise santé. C'est-à-dire qu'en gros, on passe les 7 dernières années de sa vie avec des maladies chroniques, et une grande partie de ces maladies sont dues au monde de la chimie en particulier. Donc ça, c'est notre système. Il y a un système concurrent qui commence à apparaître, et le seul endroit où on arrive à mesurer ce qui se passe, parce que c'est le premier qui l'a fait, c'est Grand Shanghai. 45 millions de personnes, c'est la commune de Shanghai. Et là, on a fait ce qu'on appelle l'historicité de données de santé. C'est-à-dire qu'on dit, voulez-vous faire rembourser ? Eh bien, on doit tout savoir sur vos données. Alors évidemment, on peut faire ça dans un pays qui est un peu totalitaire, c'est plus facile. Et c'est plus difficile à faire en France, par définition. Et de fait, c'est le seul pays qui est aujourd'hui monitoré par l'OCDE. Donc l'OCDE, c'est cet organisme qui est sur les bords de la Seine, sur la rive droite du côté de Boulogne. Et l'OCDE nous apprend la chose suivante, c'est que c'est le seul endroit où vous avez, qui ressemble à l'OCDE, c'est-à-dire avec des gens qui vieillissent très vite, où vous avez une diminution du coût du système de santé et une augmentation de la qualité mesurée de ce système de soins. Et pourquoi ? Parce qu'on est capable d'extraire des patterns de la donnée, de faire ce qu'on appelle de l'épidémiologie et de mettre en place des stratégies de soins. Ça a été mis en place notamment à cause du SRAS, parce qu'on craignait les maladies qui étaient d'origine aviaire, et on s'est dit il faut qu'on soit capable de mieux comprendre des environnements complexes, multivariés, et donc on va mettre ce genre de choses en place. Et ça, c'est tout à fait fantastique, parce que si vous rentrez dans une dynamique comme ça, ce que vous vous apercevez, ce que Grand Shanghai montre tout à fait, c'est que la première des choses, c'est que vous renversez le fonctionnement du système de santé. Vous passez d'un système qui est post-traumatique
un système qui est préventif. Donc vous dites aux gens, écoutez, voilà, on voit vos paramètres qui évoluent comme ça, donc il va falloir que vous reveniez parce qu'on va faire une batterie de tests et on va sans doute vous mettre sous un protocole de soins préventifs. Ça, c'est quelque chose qu'on est absolument incapable de faire en France. En France, sur les 400 milliards qu'on dépense, il n'y en a que 3% qui sont dédiés à la prévention, principalement pour le cancer du sein. Et puis, ces systèmes-là, ils ont aussi comme avantage d'être personnalisés. C'est-à-dire que ce n'est plus des protocoles qui sont des protocoles standardisés, c'est des protocoles qui sont personnalisés. C'est-à-dire qu'on vous fait une prescription aussi bien pour le protocole, le système de soins que pour la chimie, qui devient personnalisé avec beaucoup, beaucoup moins d'externalités négatives du fait qu'on est capable de microdoser ce qui est nécessaire. Puis là-dessus, il faut rajouter le fait qu'il y a des univers de données externes qui vont contribuer à ça. Les objets connectés, certes, le fait que ces objets s'améliorent de façon incroyable. J'ai vu un capteur qui faisait quelques millimètres carrés qui prend 93 données de santé, dont la glycémie, un truc qui est impossible à faire normalement parce qu'il faut être invasif pour mesurer la glycémie. Et puis, il y a également l'ADN qui est en train d'exploser. Ça coûtait 360 millions d'euros de dollars à capter il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est capable de le faire pour une centaine de dollars. L'année prochaine, on le fera pour 20 dollars. Et il y a plein d'informations qui, en soi, ne veulent pas dire grand-chose, mais quand on les corrèle à d'autres informations, eh bien, c'est une mine et un potentiel extraordinaire à l'égard de la santé. Je finirai en vous disant qu'un des trucs les plus étonnants qu'on m'a raconté quand j'ai fait mon livre sur la Big Data, qui ne coûte que 20,80 €, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, moi je fais des recherches sur des données qui ne sont pas des données de santé, des données qui sont issues de Facebook et des choses comme ça. Puis parmi les choses incroyables qu'il m'a racontées, il m'a dit, par exemple, dans l'oreille, tout le monde a son oreille sur Facebook parce que vous avez des photos de vous, eh bien, il y a des facteurs génétiques et épigénétiques, donc d'environnement, et je cherche à tracer ça, et je suis sans doute capable, il ne l'a pas encore fait quand je lui parlais, mais j'ai travaillé là-dessus, je suis sans doute capable de dire que certaines personnes sont plus sensibles à certaines pathologies que d'autres, rien qu'avec la photo de leur oreille. Voilà, ça vous donne une idée du potentiel de la Big Data en général. Alors, dans l'agriculture, c'est quand même le sujet qui nous intéresse, qu'est-ce qui s'est passé ? Première chose, et ça c'est un truc qui est assez intéressant, je ne sais plus où j'avais lu ça, les agriculteurs, ils ont inventé Excel. Alors comme ça, vous vous dites, non, c'est Bill Gates qui a inventé Excel. C'est vrai, je le reconnais. Mais avant ça, le tableur, la notion de faire des colonnes et des lignes, c'est les agriculteurs qui ont massifié ça. Quand il y a eu la révolution verte, une des choses qu'on a appris aux agriculteurs, c'est à créer des collectes de données et de faire des tableaux pour gérer ça. Alors on disait, voilà, vous faites un tableau noir. Dans la première colonne, vous mettez la pluviométrie. Dans la deuxième, vous mettez la taille de pousse. Dans la troisième, vous mettez les engrais. Dans la quatrième, le phytosanitaire, etc. Et puis, en fonction de ça, vous décidez de stratégie agricole. Et quand Excel est arrivé, les agriculteurs, je ne sais pas si Hervé confirmera ou pas, se sont massivement emparés de cet outil parce que c'était leur culture, sans faire de jeu de mots. C'était quelque chose qui faisait beaucoup. Et puis, et je crois que ce monde, à ma surprise, parce que moi j'y connaissais rien avant de connaître Hervé, c'est un monde qui finalement a une appétence technologique assez forte. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il y a des capteurs dans les tracteurs. Si j'ai mis un tracteur John Deere, c'est pas pour rien parce qu'il y a une polémique célèbre aux États-Unis où John Deere s'est emparé des données qui faisaient des agriculteurs et essayé de leur vendre des services avec leurs propres données. Et ça, c'est très intéressant. Et donc aujourd'hui, ce phénomène est en développement extrêmement fort. Donc tout le monde connaît FarmStar. Les gens connaissent moins Copernicus. Donc Copernicus, c'est les satellites Sentinelle. C'est de l'open data. C'est financé par l'Union européenne, comme quoi l'Europe a aussi du bon de temps en temps. Et ça, ce sont des satellites qui ont un très gros potentiel technologique, qui sont notamment capables, alors je ne sais pas s'il a été lancé le dernier, mais d'avoir des puissances radar. Donc on va voir ce qui se passe sous le sol. Et en corrélant des facteurs, des données qui viennent d'absolument partout, on est capable d'augmenter la productivité de façon importante. Alors quand je dis ça, les gens me disent « Ouais, mais est-ce que c'est de taille équivalente de la révolution verte, donc des années 50-60 ?» Alors moi, je dis ça. Je parle du Qatar. Donc le Qatar, ils ont décidé il y a 3 ou 4 ans, ils ont mis 25 milliards de dollars sur la table pour faire quoi ? Pour avoir 60% d'autonomie agroalimentaire. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été au Qatar, moi j'y ai été. C'est juste le dernier endroit au monde où on peut imaginer faire de l'agriculture. C'est du sable partout, il fait 50 degrés à midi, il n'y a rien qui pousse. Et ils ont dit, nous, on va le faire. Moi, en fait, si je parle de ça, c'est qu'une fois, j'ai assisté à Londres à une conférence
où il parlait de cette initiative incroyable. Et donc, ils ont dit, en fait, avec la révolution du precision agriculture, precision planting, on est capable de faire des choses qu'on était incapable de faire auparavant, parce que, par exemple, on voit en infrarouge avant l'œil humain quand les plantes ont besoin d'eau, et on est capable de le voir de façon extrêmement locale. On est capable de robotiser la façon dont on amène l'eau dans un champ de façon automatique. Et finalement, on est capable d'avoir des ratios de consommation d'intrants et d'énergie qui n'ont rien à voir avec les processus traditionnels d'agriculture. Et c'est ça qui est en train d'arriver dans le monde agricole. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas quasi 560, je me suis trompé de nom, c'est CKW, mais dans un tout autre registre, à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire dans le domaine de la low-tech et dans un domaine où les gens n'ont même pas la capacité d'acheter des intrants, vous avez la capacité d'accroître de façon extrêmement sensible la productivité agricole juste en diffusant des techniques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à l'égard de l'information, c'est le fait d'être capable d'avoir un accès extrêmement capillaire à une population donnée et d'être capable de personnaliser l'information que vous leur donnez, de la contextualiser. Notamment, CKW, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent il y a des parasites qui sont en train d'arriver. Et ils sont capables de transmettre l'information uniquement sur les zones où les parasites vont arriver. Et donc, en fonction de si vous avez du phytosanitaire ou si vous n'en avez pas, soit vous récoltez, soit vous traitez. Mais évidemment, ça change beaucoup de choses parce que, entre autres choses, ça coupe l'aliment des parasites et ça limite leur capacité à se répandre. Autre chose qu'il faut voir, et ça je crois que ça c'est quelque chose dont je parle souvent avec Hervé, mais moi j'ai une conviction, j'espère qu'elle s'avérera juste, c'est que finalement le numérique, il va y avoir une discipline nouvelle qui va émerger, c'est la jonction entre l'écologie et la technologie. C'est-à-dire que ce que ça permet, c'est des gains d'opportunités qui font qu'on utilise moins d'énergie. Un exemple incroyable, c'est que vous pouvez mettre des intrants pour éviter les mauvaises herbes. Mais les intrants, c'est de l'énergie. Pour faire des intrants, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, il y a des gens qui ont dit on va mettre des robots désherbants. Et le ratio entre robots désherbants et l'énergie qu'il faut pour produire les engrais, c'est de 1 à 50. Donc, c'est juste un gain de productivité absolument incroyable. Parce que le robot, il ne va pas être uniforme. Il va chercher les mauvaises herbes, il va les retirer. Et puis, finalement, il a un ratio énergétique qui est très favorable par rapport à la chimie qu'il faut pour produire ce genre de choses. Donc je pense que finalement cette révolution, elle a aussi une finalité, une conséquence plutôt, qui est de réconcilier le monde agricole avec finalement la vie de la cité. Alors, l'agriculture aujourd'hui, c'est quand même, on vous parle d'agriculteur, il y a plein de gens, tout à l'heure je parlais avec, je ne sais pas où il est, mais un agriculteur qui est à Cergy-Pontoise, et qui me disait, moi je suis au milieu de la ville, ah ouais, coucou, et j'ai un peu des difficultés parfois du fait de cette proximité, voilà, et du fait qu'on ait une compréhension précise de ce qui se passe, évidemment on limite les externalités négatives, on fait vraiment du precision agriculture, et ça c'est tout à fait fantastique. Un autre aspect, alors en France on le voit moins, mais à l'égard du Qatar ou des pays en développement, c'est absolument incroyable, c'est évidemment la capacité à limiter l'utilisation de l'eau. C'est souvent très limitant pour l'agriculture, le fait que juste on ne sait pas trouver de l'eau en quantité suffisante. Alors évidemment, il y a les techniques de micro-gouttes, mais ce qui est encore plus fort, c'est des techniques de micro-gouttes qui sont robotisées, c'est-à-dire où on est capable d'arroser juste des morceaux de parcelles avec des électrovannes qui sont en fait des objets communicants et évidemment dont les prix s'effondrent à très très grande vitesse en fonction du volume, mais aussi du fait qu'une adresse IP, ça va 2 fois plus vite que la loi de Moore. Le coût d'une adresse IP, ça s'effondre littéralement, et évidemment, c'est une bonne nouvelle. Un autre aspect qui, je crois, mérite d'être évoqué, c'est l'agriculture des villes. Alors, au début, moi, je trouvais que c'était cette notion d'agriculture verticale, c'était un peu une blague, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de villes avec des niveaux de densité qui étaient extrêmement élevés, et qui mettaient en place ce type d'initiative, d'une part parce qu'il y a un côté labo un peu visible, un peu sympa, mais aussi parce que finalement, cette notion de cycle court, d'être capable de produire localement, de consommer localement, c'est quelque chose qui devient extrêmement massif, et je crois que ça participe également, à ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire
à recréer du lien entre des univers qui se parlaient absolument plus, c'est-à-dire le monde de l'agriculture et le monde des villes, qui s'est antagonisé au cours des 20 ou 30 dernières années, et de montrer aux gens ce que c'est que l'agriculture, comment ça fonctionne en la mettant au cœur des villes. Ce n'est pas uniquement un élément productif, c'est aussi un élément qui participe de la vie de la cité. Et voilà. Quelques notions importantes également. Zut, je suis passé un peu loin. Voilà. Quelque chose qu'on ne voit pas, c'est le rapport entre l'énergie et l'agriculture. Alors Hervé, il en parle beaucoup dans son prochain livre, et j'ai beaucoup aimé ce chapitre, comme tous les autres d'ailleurs. Mais je pense que les agriculteurs, ils sont à cheval sur pas mal de phénomènes. D'abord, ils ont de l'espace, donc ils peuvent mettre dans certains endroits du solaire, de l'éolien, etc. Et puis, c'est des consommateurs d'énergie. J'étais assez surpris de voir que je crois que vous êtes les 5e consommateurs d'énergie. C'est-à-dire que vous consommez soit des produits qui sont d'origine énergétique, comme les intrants, soit même parce qu'on met du gasoil dans les tracteurs, ça consomme pas mal d'énergie. Et ça, c'est dans le mix énergétique, la dimension de l'agriculture est très importante. Quand on regarde ce qu'on appelle les smart grids, eh bien, les agriculteurs sont des contributeurs très importants de la façon dont on fera de l'énergie demain. Donc les liens entre des univers qui ne se parlaient absolument pas sont en train de se tisser, et le métier d'agriculteur est en train de ne plus rien avoir avec ce qu'il était auparavant. Voilà, rapidement, j'en ai parlé des robots, de ce genre de choses, mais ça, je crois qu'au-delà de la notion de big data et même de la notion de capteur, l'agriculture est un domaine qui pourtant est déjà fortement mécanisé, mais qui va le devenir dans une dimension encore supérieure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avoir quelqu'un dans un tracteur pour suivre un sillon, ce n'est pas indispensable. Et ça va disparaître, ça disparaît déjà, c'est déjà en train de disparaître. Et donc demain, vous verrez des robots qui iront retirer une mauvaise herbe là, mettront de l'eau très localement, feront des récoltes de précision qui n'endommageront pas les grappes, sépareront des fruits en fonction de leur niveau de maturité. C'est déjà le cas aussi, des choses assez extraordinaires dans ce domaine. Donc c'est vraiment un univers qui est extrêmement technologique et où les capteurs sont extrêmement présents. Alors, rapidement, d'ailleurs je crois que quelqu'un en a parlé tout à l'heure, une autre chose qui est intéressante, c'est la notion de Fab Lab, d'open source dans l'agriculture. Le monde agricole, c'est un monde qui est soumis à des très grandes corporations, donc Monsanto, mais pas seulement, John Deere également, et ça, c'est quelque chose qui pourrait changer. Il y a un Fab Lab américain qui a initié, Hervé en parlerait mieux que moi, mais une initiative consiste à faire toutes les machines du monde agricole en open source. Donc vous êtes capable de faire avec ce Fab Lab n'importe quel tracteur et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriété intellectuelle là-dessus. Alors évidemment pour le monde développé c'est intéressant, mais ça l'est encore plus pour le monde en développement parce que on l'a vu 10 fois en Afrique, 100 fois, 1000 fois, il y a un super tracteur qui a été filé par une ONG, etc. Puis le truc, il y a une pièce qui pète, terminé, on le met à la benne, on ne s'en sert plus parce qu'on ne sait pas faire venir la pièce pour le remplacer. Ça, c'est fini. Normalement, c'est fini parce que ces pièces-là, on sera capable de les faire en styrolithographie, en feuilletage styrolithographique, etc., etc. Et ces tracteurs, ces outils, ces systèmes agricoles, ils existent déjà. Et cette initiative, moi, je pense qu'elle a une valeur tout à fait intéressante. Elle participe de cette notion, zut, je ne sais pas ce que j'ai avec mes slides, d'open innovation en général. Donc il y a une notion de savoir qui est fondamentale. C'est-à-dire que c'est une notion d'ouverture multidisciplinaire qui change complètement la logique de l'agriculteur. On rentre dans une nouvelle ère. Et pour moi, les opportunités, elles sont au-delà de l'agriculture. Il y a des opportunités dans le domaine de l'environnement, de l'organisation de la cité, de l'organisation de la ville, de la cohabitation entre des univers qui ne se parlaient pas auparavant. Et je ne sais pas si je peux continuer ou pas, parce que j'en ai encore plein. On a envie que vous puissiez continuer, mais malheureusement, l'horloge tourne, voilà, l'horloge clique, tourne. Voilà. Mais bon, c'est vrai donc que voilà, c'est passionnant, c'est super. Et il faut acheter le livre, donc le mien d'abord, s'il vous reste un peu d'argent, celui d'Hervé qui est quand même et super celui aussi. de Gilles Babinet. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Babinet. Merci beaucoup. Innover en agriculture avec le numérique. Donc, vous nous avez montré de nombreux exemples et vous avez peut-être des questions. On va faire de courtes questions et de courtes réponses, si c'est possible. Est-ce que vous avez des questions à Gilles Babinet? Oui.
Alors, il va falloir que je monte jusqu'en haut. Voilà, on partage. Oui, plus qu'une question, c'est pour vous retirer un petit peu d'une ou deux erreurs et où vous avez assimilé les intrants dans leur globalité. Dans les intrants, il y en a deux essentiels qui sont les engrais azotés et les produits phytosanitaires appelés pesticides. Je vous confirme que les engrais azotés, ça utilise de l'énergie, mais que les produits phytosanitaires, ça n'en utilise absolument pas. Sur une exploitation agricole, l'énergie consacrée aux produits phytosanitaires, c'est 1%. Donc c'est rien du tout. Et ensuite, au niveau des robots qui désherbent, je suis tout à fait d'accord sur l'interrang, où là, on a des solutions pour désherber, mais le désherbage sur le rang, c'est vachement difficile de retirer les mauvaises herbes tout en laissant les cultures en place. Donc là où on se dirige dans la technologie des années à venir, c'est je désherbe mécaniquement dans l'interrang, mais je continue d'utiliser de l'agrochimie sur le rang. Merci, je ferai attention par la suite. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être en haut, pendant que je suis là? Bonjour, Régis Dubourg, Chambre d'agriculture. J'ai une question sur l'énergie, la consommation d'énergie de ces stockages de données. Comment on peut approcher ça un peu globalement? Le fait de mettre les photos de moi-même et de toute ma famille sur le cloud tout au long de ma vie, des données massives dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a un modèle énergétique derrière dont on ne parle pas, mais on entend quelques opérateurs qui commencent à parler d'un stockage énergétique vert pour toutes ces données? Est-ce que ça consomme beaucoup, pas beaucoup? Comment on peut apprécier ça? Bonne question. C'est un énorme problème du monde du numérique. On considère que le numérique aujourd'hui, c'est 12% de l'énergie électrique. Donc c'est tout à fait important. 12%, c'est à la fois les fermes de données et puis la prise de votre chargeur de smartphone. Donc c'est pris dans son ensemble. C'est en croissance significative par définition. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la consommation électrique baisse plus vite que la loi de Moore. Donc les processeurs ont tendance à doubler de puissance tous les 18 mois à consommation qui est en légère diminution. Mais cette légère diminution est plutôt en accélération, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut bien comprendre que si on double le nombre d'individus sur la planète qui ont accès au monde IP, eh bien on va quand même augmenter de façon significative la consommation. Ce qui, je crois, est aussi intéressant, c'est de savoir que ce n'était pas un problème jusqu'à il y a quelques années, et c'est devenu aujourd'hui un thème de recherche très significatif, à la fois de l'univers de la recherche, des fabricants de microprocesseurs, des normalisateurs. Vous avez la norme Energy Star que vous connaissez, qui, franchement, on est au 5e volet de la norme, 4e volet de la norme aujourd'hui, et c'est incroyable, c'est vraiment des gains de productivité énergétique qui sont extrêmement conséquents. Donc c'est un problème, il faut qu'on y fasse attention, mais je pense qu'à la différence d'il y a 2 ans, où personne n'y faisait vraiment attention, c'est aujourd'hui pris en compte. Une question encore? Gilles Babinet, merci infiniment. Merci pour cette belle conférence.